Bonjour, je m'appelle Dag Söderström, je suis psychiatre et psychanalyste en Suisse. Je suis aussi vice-président de l'ISPS, qui est l'International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis. C'est une association indépendante des pharma qui promeut la psychothérapie des psychoses. Vous allez entendre et ensuite vous plonger dans une conférence donnée le 8 février 2023 au Centre de psychanalyse à Lausanne en Suisse, dont le titre est « Angoisse psychotique et transfert ». En fait, on va explorer cette forme particulière de l'angoisse et aussi les réactions qu'elle suscite. Commençons par entrer dans cette conférence par un personnage du dernier roman de Virginie Despentes, qui s'appelle « Cher connard ». Et ce personnage raconte l'histoire d'une personne qui sort de l'hôpital psychiatrique et qui rentre chez elle. Je cite : « Je suis sorti de l'hôpital. Ils ont besoin de lits. Depuis le confinement, ça n'arrête pas. Les gens, comme moi, traversent une ligne dans leur tête. Dans mon cas, celle qui sépare « je me sens pas bien » de « je vois des hommes dans ma chambre ». Je sais désormais que les murs peuvent se renverser, le sol se dérober ou ma chambre se remplir de voix hostiles. Rien n'est stable. En poursuivant, l'histoire continue avec un retour à la maison, un entourage par une amie à domicile, en fait pas forcément professionnelle. C'est une amie qui va assurer de la présence, de la sécurité, de la confiance, du non-jugement. Et en fait, si on regarde la littérature actuelle sur les professionnels de santé mentale et la psychose, on se rend compte de ces mêmes nécessités. Assurer un espace de sécurité, de la confiance et un non-jugement. À cela, on peut ajouter des avis qui ont été rapportés par les patients, parce que maintenant on a l'histoire, on a les patients qui 10 ans, 15 ans après leur thérapie racontent ce dont ils ont eu besoin à l'époque, et ils disent « j'avais besoin de quelqu'un qui supporte le chaos, j'avais besoin de construire un langage partagé avec mon thérapeute et de faire un pont vers la réalité ». On a écarté un peu vite, à mon sens, la psychanalyse de la psychothérapie des psychoses. Alors qu'aujourd'hui, les concepts clés de la position psychothérapeutique issue de la psychanalyse apparaissent à tous comme déterminants. La neutralité bienveillante n'est pas une figure de style. Elle signifie être capable d'écouter, d'entendre toutes les voix de la psychose, toutes les voies d'expression de la psychose, du chaos en direct, et de faire un chemin vers le principe de réalité. L'objet de cette communication est de parler de l'angoisse psychotique en s'appuyant sur cette position psychanalytique. Comment accompagner et comprendre, en sachant que des épisodes psychotiques sont fréquents. Dans la population en général, on trouve une prévalence de 5 à 10% d'épisodes psychotiques durant une vie. Mais il est possible que beaucoup de personnes n'en parlent pas. D'abord parce qu'ils pensent que leur folie privée, ils craignent la réaction à cette folie privée. Ils doutent aussi que les thérapeutes ou les personnes qui vont les écouter, ils doutent qu'ils puissent supporter et contenir cette forme de l'angoisse. Et plus encore, si cette angoisse décompense la structure interne du moi, les limites du self, le lien avec la réalité, donc cette angoisse psychotique va agir comme un traumatisme sur l'ensemble du psychisme, et nous aurons affaire avec les suites du traumatisme de la décompensation psychotique. Ce traumatisme peut devenir d'ailleurs un organisateur inconscient du psychisme qui va ramener la personne par la répétition dans cette ère traumatique et ou la transmettre à ses proches, et pour s'en sortir, il faudra bien y retourner, mais cette fois accompagné par un ou une équipe de thérapeutes dans cette ère traumatique
pour la figurer, la mettre en image et peut-être en mots pour qu'elle perde de sa puissance dans la vie de la personne. Nous verrons comment c'est possible. Parce que le discours négatif sur la psychose doit prendre fin. Les privatifs, pragmatisme, anédonie, les manques de, l'absence d'insight, toutes ces dénominations négatives, négativantes, doivent laisser la place à un autre discours. Traverser la psychose, c'est trouver une manière de faire face à l'angoisse psychotique, dévastatrice. C'est trouver le courage de vivre avec une altération du contenant des pensées et des affects. C'est lutter pour la survie psychique, contre les séquelles du trauma, de la décompensation, conquérir son autorité et son histoire. Et en plus, pour sortir de cette idée négative, cette sensibilité psychotique a aussi ses versants positifs, facilitants. Par exemple, comme ils me l'ont dit, ils ont beaucoup mieux vécu que moi la période du confinement liée au Covid. Maintenant, docteur, vous voyez comment c'est pour nous tout le temps. J'aimerais continuer en parlant de l'angoisse psychotique, plus directement. Aborder la psychose par la question de l'angoisse est très différent de l'abord par les symptômes. Et je souhaite montrer que c'est une voie plus productive pour une approche psychothérapeutique. On peut même faire l'hypothèse qu'aborder la psychose par la classification des symptômes est un mécanisme de défense devant l'angoisse psychotique à vivre dans la relation. Premièrement, les symptômes sont changeants. Les hallucinations et les délires se modifient et les classifications qui s'y sont attachées se sont perdues en route. Aujourd'hui, il n'y a plus grand sens à définir ou à classifier la psychose selon le type de délire ou d'hallucination. En fait, le seul élément stable consiste en une finalité paranoïde. Telle perception est bizarre, étrangère, tel environnement n'est plus pareil, mais finalement, je me sens observé, influencé, manipulé et surtout menacé. Le sentiment de menace paranoïde est la voie finale des symptômes. Paradoxalement, c'est un soulagement subjectif pour la personne. Quand tous ces phénomènes étaient incompréhensibles et inquiétants, enfin, ils vont trouver leur explication. C'est la mafia. C'est la CIA qui était derrière toutes ces impressions et ils veulent me faire du mal, je suis menacé et maintenant je sais par qui. L'angoisse paranoïde, c'est la crainte d'être en direct, sans filtre, potentiellement agressé par l'environnement, dit Benedetti. Être à nu, traversé, sans enveloppe. La menace peut venir aussi de l'intérieur, d'un mouvement pulsionnel. Dans ce sens, c'est l'enveloppe qui est en fait trop mince, elle est vulnérable. La persécution est toujours une vérité pour le sujet. Il est vulnérable et donc en crainte continuelle de tout ce qui peut venir du dehors, mais aussi du dedans. Le self est menacé. Par self, j'entends la définition de Benedetti, le moi plus le sentiment d'identité. Le soi que décrit Kohut ne dit pas tellement autre chose. Le soi que j'appellerais ici self par commodité, c'est la base du sentiment de stabilité personnelle. Être à peu près le même chaque jour pour nous ancrer dans la réalité. La conscience de soi nous assure que nous sommes les auteurs de nos pensées et de nos actions, que nous sommes distincts, nous sommes une personne entière avec un corps physique. Le self s'appuie sur un fil narratif. Et s'il est perdu, les pensées et le corps peuvent apparaître comme étrangers. Le sentiment de soi, sense of self, devient plutôt alors une quête, une demande insistante de la personne pour le retrouver. Self diminué, négatif, shattered, self disorder, anomalie de l'expérience du self, identité crevassée. Vous avez peut-être reconnu de Lysaker à Stangelini, à Parnasse, à Beauvais. Tous ces auteurs sont unanimes sur le sujet central de la souffrance psychotique. La structure interne est touchée. Les piliers et même certains murs de la maison self sont effondrés.
on ne sait plus qui entre et qui sort de cette maison, mais surtout, on ne sait plus à qui ça appartient. Rien n'est stable. C'est aussi la rupture des liens internes, ceux qui donnent des limites entre rêve, fiction et réalité, limites entre soi et les autres. Pour la communication d'aujourd'hui, je propose de l'appeler la rupture du contenant. Cette angoisse qui attaque ce contenant est difficile à saisir parce qu'elle appelle en fait une réponse assez rapide qui ne la voile. C'est un moment de destruction assez fugitif qui est vite remplacé par un symptôme. Et c'est aussi une détresse qui nous fait peur à tous. Qui est capable d'entendre cette angoisse? Beaucoup fuient. La personne est déchirée, elle est torn apart, disent les Anglais, dit Bolas surtout. Il faut vite fuir, agir, mourir. En plus, le patient pense que personne ne peut le comprendre, il craint d'être fou. C'est à ce moment-là que nous allons rejoindre maintenant le direct de la conférence pour essayer de parler du patient qui se présente avec de l'angoisse. Il transpire, il est inquiet de son corps, il se regarde dans le miroir, les intestins ne sont pas en place, le cerveau est peut-être brisé, les membres ne tiennent pas ensemble, ne me touchez pas. Qui me disait, ne me touchez pas. Je pense à d'autres personnes traversant des moments de perplexité, sortant dans la rue, ne pouvant ni avancer ni reculer, faisant 3 pas, restant là des heures, puis finalement retournant à la maison, ou encore une personne saisissant une lame de rasoir pour se trancher la gorge, persuadée de sa mort imminente. C'est vraiment l'angoisse de fin du monde. Et je voulais montrer à ce propos, on a de la peine à expliquer, à raconter ce que c'est. C'est pour ça que j'ai amené quelques images. La première, c'est celle de Van Gogh quand il rentre à Saint-Rémy, donc l'asile Saint-Rémy en septembre 89. Il rentre juste 1 ou 2 semaines avant. Il va faire 3 autoportraits. Et je vais vous en montrer 2. Ça, c'est le deuxième qu'il fait. Il a l'oreille mutilée. Je crois que je voulais surtout vous montrer ça pour le regard. C'est la méfiance et l'angoisse, je trouve. D'ailleurs, je préfère le terme de angoisse de annihilation, annihilation anxieties en anglais, néantisation, je trouve que ce n'est pas très agréable. Mais c'est vrai, parler d'une disparition qui inclut le contenant, c'est difficile à se représenter. Ce n'est pas de l'absence qui en résulte, mais du vide. Et si le contenant disparaît dans cette angoisse, les origines disparaissent aussi. Et là, on entend Rakamier qui dit, mais en fait, dans la psychose, il y a une perte des origines. L'angoisse touche donc le contenant avant les contenus, rien n'est stable. Donc, à mon sens, c'est ce que je vous propose, c'est de passer du terme « les angoisses psychotiques » à une angoisse psychotique, en admettant que la persécution parle en direct de l'angoisse d'un self menacé, vulnérable. Je l'ai d'ailleurs rencontré, cette angoisse, ailleurs que dans la psychose, dans les processus de deuil, pendant des migrations, dans des situations extrêmes, où une femme qui avait dans sa grossesse le sentiment que son bébé dans son ventre allait envahir toute sa personne, donc dissoudre son sel. Je l'ai rencontré aussi chez des personnes traumatisées, avec des carences précoces. Certains rêvent, on parlera plus tard, si j'y arrive, avec aussi le matériel. Quel est le type de matériel avec lequel les personnes viennent? Là, c'est des rêves qui apparaissent comme des films de terreur, vivides, avec des destructions d'êtres humains. Donc, juste à côté du désespoir qu'on trouve chez les états limites, on trouve de l'angoisse psychotique. On peut la voir aussi dans les prodromes, ceux sont appelés at-risk mental state, dont les symptômes sont très divers, parce qu'il y a des personnes, des jeunes qui ressentent de la dépression, de l'isolement, des changements perceptifs, comportementaux.
des troubles de la pensée, tout ça avant des périodes d'hallucination, de délire ou de confusion. Cette diversité de symptômes, on peut la voir comme l'expression de la souffrance globale du self. Ou si vous prenez un autoportrait, certains des autoportraits de Francis Bacon, vous voyez ça très clairement. Ça se déchire, et à ce moment-là, on ne peut que se déconnecter de soi-même, se dissocier, rompre le contact avec la réalité. Et à ce moment-là, il y a du flou dans la relation aux autres, un sentiment d'étrangeté. Encore une fois, rien n'est stable. Cette angoisse active les mécanismes de défense psychotique, des mécanismes comme le fait de sacrifier des parties pour sauver l'essentiel. C'est un peu comme dans des chocs septiques, vous me permettez, excusez-moi pour cette analogie médicale. On se coupe de tout et donc on peut perdre le vivant en soi-même. Le retrait autistique peut toucher à tout notre fonctionnement, il peut aussi toucher aux capacités cognitives. Il est possible de se retirer de soi-même de telle façon que la mémoire, la synthèse, l'organisation d'une pensée est affectée. Donc, l'attaque au lien de Bion n'est pas une hypothèse. Enfin, à mon sens, on voit des patients qui obturent leur fonctionnement psychique pour éviter la douleur. Et on le sait mieux parce qu'on a des patients rétablis qui nous disent, si vous lisez dans le dernier livre de Paul Lissaker, il y a un témoignage d'une femme qui s'appelle Lisa Korsbeck. Il y a des personnes qui ont des capacités cognitives qui sont quasiment ressuscitées après plusieurs années de vie de zombies cognitifs. Et maintenant, ils vivent et parlent. Ils racontent le sentiment d'être séparés de soi, séparés des autres, vivre un sentiment de vide permanent, et d'être dans un état de mort, de dead state of non-existence, elle dit. Racontant d'ailleurs que les épisodes hallucinatoires et symptomatiques étaient préférables, dit-elle, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait et me faisait me sentir plus vivante. Donc, à partir d'une relation avec un thérapeute, elle a pu sortir de cette aliénation, séparation, non-connexion. Mais pour venir à la description de cette angoisse psychotique, donc cette bataille pour la survie du self, on la voit aussi de manière assez indirecte. Et c'est là où c'est peut-être plus compliqué, parce que elle est parfois enfermée, je dirais, ou figée dans des relations. Et on la voit seulement quand ces relations se terminent. La scène pour moi, c'est le patient qui déboule dans mon bureau parce que sa mère vient de décéder. Et l'angoisse, à ce moment-là, est présente, alors qu'elle n'était pas pendant des années. C'est-à-dire que cette angoisse psychotique peut aussi être contenue dans une relation figée, éternelle, parfois perverse, dans des familles, dans des couples, dans des situations d'EMS, avec des thérapeutes. Au fond, l'angoisse psychotique n'apparaît que quand il y a la menace d'une terminaison. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître l'angoisse qui fait peur à tout le monde parce qu'on ne sait pas comment la gérer. Et ça peut condamner le sujet à une dépendance relationnelle sans fin. Et cette configuration sont marquées par un interdit de changement. Et dans ce sens-là, rien ne doit bouger, répond à rien n'est stable. Les soignants, au début, quand ils cherchent à remettre du vivant, souvent des personnes plus expérimentées, en tout cas, leur disent, mais faites attention, si on modifie trop de choses, voilà, la personne va décompenser. En fait, ce dont tout le monde a peur, c'est que cette angoisse psychotique réapparaisse ou apparaisse, et le fait que personne ne sait comment la gérer, d'abord la personne même. Finalement, il faut aussi dire une situation où on rencontre l'angoisse psychotique en roue libre, non contenue dans une relation. Elle peut engendrer un repli autistique. On voit des personnes qui s'enferment de plus en plus chez elles, enfin, finissent vraiment dans un tout petit lieu enfermé. Ou aussi, et c'est comme ça qu'elle est dépeinte un peu des fois au cinéma, l'angoisse libérée se déchaîne et provoque des réactions brutales de l'environnement médical, social. On enferme des personnes, on les met à la rue
enfin, il y a des choses qui se passent dans différents pays avec différentes maltraitances, mais en tout cas, il y a une réaction assez brutale de l'environnement. On en vient à la première intrication, angoisse psychotique et transfert. Cette angoisse massive provoque un transfert brûlant, dit Liliane Abensour. Elle demande au thérapeute du calme. Contenir, se contenir. Contenir l'angoisse, c'est ne pas fuir, trouver un espace pour se sentir en sécurité, accepter le réveil de ses propres angoisses psychotiques. Winnicott parle directement de ce que lui fait ressentir la rencontre avec l'angoisse psychotique. Il relate une partie, c'est dans La haine, dans le contre-transfert. Il relate une partie de son propre rêve après une séance dans laquelle il perdait contact avec toute une partie de son corps. Donc, il rencontrait une patiente qui refusait tout contact corporel avec lui. Elle refusait aussi de lui serrer la main. Donc, il y avait une angoisse psychotique qui concernait l'ensemble de son corps. Et Winnicott rêve, et dans son rêve, il a plus toute la partie, il y a toute une partie de son corps qu'il n'a plus. C'est-à-dire que le thérapeute plongé dans cette angoisse devait lui-même se couper de son corps, amputer son self en miroir. Pendant mes études, j'ai entendu le terme d'angoisse de morcellement que je ne comprenais vraiment pas. Je me disais, qu'est-ce qui se morcelle? Est-ce que c'est moi, enfin, c'est le morcellement qui angoisse, c'est l'angoisse qui morcelle. Je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'une patiente me dise, je suis en morceaux quand mon fils part en vacances. Le contenant ne peut pas contenir l'absence. Et là, surtout les craintes que son fils meure ou un accident alors qu'elle n'était pas présente. Alors, c'était à moi, le thérapeute, de contenir cette angoisse et d'entendre l'angoisse psychotique de mort de cet enfant qui, enfin, dans ce self parental-là, n'était autre qu'une partie d'elle. Donc, le self parental, souvent, il englobe l'enfant. Enfin, j'ai pu, en tout cas, m'identifier à cette angoisse-là et de pouvoir, peut-être en m'identifiant, la contenir et la comprendre. Et si on admet que cette angoisse psychotique provoque une atteinte du contenant, pour moi, ces angoisses psychotiques sont plus lisibles. La persécution, le problème de la terminaison sur lequel insiste Evelyne Kestenberg, les symptômes somatiques, comportementaux, enfin, ça m'est plus compréhensible en réfléchissant de cette manière. Donc, intervenons précocement, avant qu'il ne tombe, dit Bolas. C'est ce qui est organisé maintenant avec le TIP, avec les idées de McGorry, de Philippe Conus ici à Lausanne. Luc Ciampi est un pionnier de toutes ces activités. Éviter la suite, c'est-à-dire le traumatisme global du psychisme. Et je vais un peu parler de ce traumatisme global du psychisme. Si cette angoisse n'est pas rencontrée et soignée, elle peut rompre l'enveloppe de la membrane du self et faire vivre la fragmentation. C'est une expérience de négativité. Si vous lisez August Strindberg, l'écrivain suédois, il raconte dans Inferno sa décompensation psychotique à Paris. C'est tout à fait saisissant. C'est comme des portes étanches du sous-marin qui se rompent, l'eau de l'angoisse s'infiltre partout et le sous-marin sombre. Ou des liens de cohésion d'un noyau atomique. Enfin, Freud dit « l'univers subjectif du malade a pris fin. J'ai perdu mon self ». Et cette déchirure laisse entrer dans la confusion le monde extérieur qui se mêle au monde intérieur. Et vous avez le chaos de la décompensation, le contenant est cassé. Il y a un collapsus de l'espace-temps-contexte. Alors, il va peut-être essayer de garder les murs entre les uns et les autres. C'est ça, c'est vraiment le collapsus espace-temps-contexte. Prenez tout ce que vous avez pour arrêter l'hémorragie, dit Freud. Il dit ça.
vous prenez aussi, si vous avez un fragment de la réalité historique, tout va se mettre dans l'enveloppe de délire. Ce que nous prenons pour une production morbide, la formation du délire, est en réalité une tentative de guérison, une reconstruction. Sigmund Freud. Le succès après la catastrophe est plus ou moins grand, il n'est jamais total. Pour parler comme Schreber, l'univers a subi une profonde modification interne. Peut-être là montrer la deuxième. Donc, on est toujours en septembre 89. C'est toujours assez extraordinaire de voir à 2-3 semaines de distance l'autoportrait que fait Van Gogh, la deuxième dia. Ouais, c'est ça. Septembre 89. Donc, c'est le même mois. L'intervention précoce est donc capitale pour sauver cette enveloppe du self, car il arrive que le contenant ne se reforme pas. Il reste brisé et on voit des personnes dans des états de non-vie, non-mort, parfois avec une enveloppe de délire, mais parfois sans, avec un self déserté. Je vous donne un petit extrait d'une séance de psychothérapie. René vient à la séance et dit « J'ai des questions existentielles à discuter ». Le thérapeute dit « Alors, vous vous demandez qui vous êtes ?» Et René dit « Non, je me demande qu'est-ce que c'est que je suis. Ma conscience n'est pas pleine. Je ressens un néant comme mort. » Donc la question existentielle, ce n'est pas comment exister, mais c'est comment faire pour exister. Donc c'est vraiment la psychothérapie existentielle Benedetti. On comprend que vivre avec une enveloppe du self ouverte ou mal fermée va rendre particulièrement vulnérable à la relation. On va se protéger de l'effet de la rencontre. Vous voyez des patients engourdis, apparemment indifférents au vide. Ils craignent que la relation amène des pensées et des affects qui ne seront pas dans un contenant. Et c'est très angoissant. Alors, on peut essayer de vivre dans la paradoxalité. Il y a des endroits où c'est possible. Dans la recherche Fonds national City and Psychosis, qui est menée avec mon frère Ola, qui a l'amitié d'être là, et le professeur Conus, donc l'université de Neuchâtel avec le CHUV, nous avons parlé avec des patients qui ont vécu une première épisode de psychose et qui se sont aménagés dans la ville des lieux gris, juste à côté des places où on doit décliner son identité, un peu dans des marges. Et dans l'interview, on trouve beaucoup d'expressions de ce que j'appelle l'angoisse psychotique de tous les jours. Prendre le bus, se demander ce que les autres pensent dans le bus, la peur du regard, de croiser quelqu'un, la peur de s'asseoir sur un banc public, ne sachant pas si cela constituerait une intrusion pour une autre personne qui est assise. Je prends des éléments d'interview de la recherche. Rachel dit « Dans la ville, on est désintégré, on croise personne. Je commence à transpirer, je me sens pas très bien. Puis plus je transpire, plus je me dis que les gens ils me regardent, surtout si on est en hiver. Pourquoi est-ce que quelqu'un transpire en hiver? Donc après, je me pose plein de questions. Est-ce qu'ils sont en train de me regarder? Je transpire. Je suis sûr, ils me regardent et ça empire. L'interview d'Isabelle, l'intervenant dit « Est-ce que s'il y a beaucoup de monde à un endroit, vous allez… » Isabelle dit « Je vais essayer d'aller plus vite, plus rapidement pour slalomer et peut-être que les personnes sont moins rapides. » Vous voyez que cette vie avec un self vulnérable n'est pas toute simple, mais je me rends compte en le racontant là que je la décris de manière négative. En fait, je suis malheureusement trop marqué par ma culture et en particulier ma culture médicale, dont j'essaie de me défaire, mais je veux dire que je ne fais que décrire les personnes en termes de manque par rapport à une norme. L'ouverture du self à l'autre, à son environnement, c'est l'autre versant. La personne accueille en elle ce qui l'entoure. Elle est hypersensible à la qualité du contact, l'interaction sociale, les atmosphères qui se dégagent des lieux urbains. Toutes ces qualités, nous commençons seulement à les voir et à les valider.
Et dans cette recherche fondationale, on intègre cette dimension de témoin sensible du stress et des zones de confort urbain. Nous y reviendrons. J'ai parlé du traumatisme. Psychose et trauma, c'est un peu compliqué parce que je l'ai décrit juste dans le sens la psychose traumatisante pour la personne. Il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes qui vont souffrir de psychose ont vécu des traumatismes avant l'âge de 12 ans, plus d'un tiers. Donc, il y a une interaction très forte entre la psychose et le traumatisme, qui n'est pas seulement dans le sens de la psychose comme trauma, mais aussi le traumatisme comme un élément qui fragilise la personne et qui augmente les risques de décompensation psychotique. Je ne peux pas reprendre toute cette discussion ici, mais je pense que c'est important de pouvoir imaginer de sortir de ce cercle vicieux. Si on reste sur l'idée de la psychose comme trauma, il y a des personnes maintenant qui proposent de considérer la psychose comme un syndrome de stress post-traumatique. Johannesen, par exemple, il parle de refonder la causalité de la psychose sur une réaction au stress, un débordement dans lequel ensuite fait vivre une crainte d'éprouver, un retrait social et des pensées obsédantes autour de la vie perdue. Je vois des patients avec des diagnostics de schizophrénie chronique, ils ont un peu cette situation-là de vécu d'angoisse avec quelque chose qui s'est figé, avec la peur de rencontrer à nouveau cette angoisse. Mais en fait, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ça se répare. Je vous dis deux mots d'une psychothérapie d'une personne qui est venue me voir 20 ans après, plus de 20 ans après sa décompensation psychotique, pour une psychothérapie. Et dans la décompensation psychotique, il avait eu affaire pendant vraiment un temps long avec une hallucination terrifiante d'une déesse toute puissante qui contrôlait toute sa vie. 20 ans plus tard, on a un setting un peu particulier pendant le Covid, et ça, peut-être c'est aussi quelque chose qui a été utile dans l'affaire. Il m'écrivait et à chaque séance, donc chaque semaine, je lisais ce qu'il m'avait écrit et je lui téléphonais. Et c'était comme ça qu'on faisait la séance. Et lors d'une de ces séances, j'ai pu apprendre que ce patient, comme enfant, a été dans une situation tout à fait impressionnante parce que sa mère avait un cancer et qui évoluait très mal et elle refusait de se soigner, se soignant seulement avec la prière, enfin la foi. Et cet homme avait été confronté à une situation tout à fait terrifiante à ce moment-là. Mais ce lien entre la déesse, son vécu avec le cancer de sa mère, l'angoisse, n'avait pas du tout pu se faire pendant tout ce temps. C'est-à-dire qu'il y avait la décompensation psychotique, il y avait sa vie, mais les liens entre les choses étaient absolument, ont pu se faire par après. Donc c'est intéressant de se rendre compte. Bon, Bion parle de ces traumatismes de guerre 50 ans après. Hein. Enfin, il y a des fois beaucoup de temps qui doit passer et ces pensées sans penseur, ces voix qui cherchent une place vont mettre du temps à trouver cette place. Pour éviter ce décours traumatique, j'aimerais maintenant parler des actions anti-traumatiques. Peut-être pour respirer aussi un peu. Alors, présence, cadre, écoute, narration. C'est un peu les premières actions anti-traumatiques. Donc, éviter cette situation de rupture du contenant.
le cadre fiable, le sentiment de sécurité. Je dirais pour les personnes qui font ce travail dans l'immédiat, surmonter leur propre angoisse. Un exemple qui est issu du service d'intervention dans le milieu ici à Lausanne, c'est donc une équipe thérapeutique qui va chez une personne qui est enfermée dans son galetas, qui ne se lave plus, ne se lève plus, et il y a sa mère habite en dessous, dit mais non, il n'est pas malade. Au pire, il pourrait éventuellement aller dans une clinique anthroposophe. Et en fait, cette équipe va aller s'asseoir à côté et dont en face, j'y reviendrai tout à la fin, être une visite qui vient, qui part, répéter ses visites et voir diminuer ses angoisses de persécution. Mais d'abord, au fond, il faut surmonter l'angoisse d'aller et de faire ce pas en avant. Surmonter l'angoisse et amener le potentiel antitraumatique de la créativité. Et je parlerai aussi un peu de la question de l'agency, de l'autorité. D'abord sur la question de la créativité. J'entends par créativité une approche qui amène du vivant dans la situation. Je crois la réponse à la négativité ne peut être que positive. On les voit dans des ateliers, alors on les voit dans des ateliers danse, hein, par exemple, avec l'effet du mouvement dansé même par-dessus le mur des neuroleptiques. La musique est antitraumatique, elle l'est pour nous aussi, elle est pour tout le monde. En Belgique, d'ailleurs, ils travaillent beaucoup avec la musique. Le plaisir revient, la vie aussi. On le voit avec les dessins que les personnes apportent, ceux qui font en séance. L'intérêt du dessin, je trouve, c'est qu'il n'explique pas, il montre. Et il montre la complexité. C'est pas comme dans un texte ou comme moi ici, là, je dois faire un argument, je dois vous donner des choses les unes après les autres. Ça se manie un peu comme un rêve du self. Il ne demande pas forcément d'interprétation, il apporte la figuration. Un repère aussi dans le processus, je garde des quantités de dessins de mes patients. Ce que ça dit, c'est votre boulot à vous, me dit une patiente. Pour elle, l'important, c'est de créer. Donc, comme ce qui touche au trauma, au fond, il faut pouvoir contrer le trauma par la créativité et illustrer des tableaux, des films, enfin, ce qu'on peut trouver comme manière de rentrer dans la créativité. Le versant traumatique et le versant créatif se répondent. Je vous donne juste un exemple particulier sur l'atelier d'écriture parce que je suis très sensible à cette manière d'approcher la question. Il y a des nombreux groupes d'écriture. Il y en a un à l'Institut maïeutique ici à Lausanne. C'est intéressant l'écriture comme fonction antitraumatique. Elle figure, elle rassemble, elle fait sortir le matériel du lieu non symbolique pour le faire entrer dans un lieu partageable. Denis Gaudin a écrit un livre qui s'appelle Écriture et voix et parle des hallucinations auditives qui changent de statut lorsqu'elles sont écrites. C'est-à-dire que quelqu'un entend une hallucination, au moment où elle l'écrit, le statut de ce qui se passe, si on peut dire comme ça, l'expérience est changée. On peut aussi citer Antonin Artaud, qui s'accrochait à l'écriture en craignant de perdre sa pensée. Il disait lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe dans la crainte de perdre toute ma pensée. Les lettres sont des lambeaux regagnés sur le néant complet. Donc, une tentative pour remettre en route peut-être la chaîne signifiante, diraient mes amis lacaniens. Donc, cet espace de jeu de l'écriture, la personne devient un maître du rapport entre fiction et réalité et se met à pouvoir jouer avec quelque chose au lieu d'en être prisonnier. Donc, l'écriture vise à restaurer ce fil narratif. J'aime bien l'idée que c'est un fil à suturer le self.
ce fil narratif, il est possible de s'y adresser aussi par une carte spatiale, un mapping, une manière de situer les endroits habituels et les parcours actuels. C'est ce qu'on fait aussi dans la recherche avec Philippe Baumann. Si vous faites travailler une personne sur son parcours dans un lieu ou dans une ville, et d'y revenir et de voir quels parcours ont été faits, les actuels, mais aussi les passés, c'est une manière de reconstituer sa route et son histoire. Donc, on a compris, il s'agit de restaurer l'histoire personnelle, le fil narratif intérieur. Enfin, ce n'est pas si facile. Avec des pensées sans penseur, un sujet explosé par le traumatisme et du matériel non symbolisé. Et je vais juste m'intéresser à ce matériel non symbolisé avec lequel on a affaire. Et en tout cas, pour le psychanalyste, c'est une question vraiment, je trouve, très intéressante de se demander comment on peut travailler avec ce matériel. D'abord, souvent parce qu'il y a des anamnèses blanches. Les anamnèses blanches, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé du tout. Une des raisons, c'est que la personne n'y était pas. Si on comprend le traumatisme comme une atteinte du self, bien, la personne n'y était pas, donc elle ne peut pas raconter où elle n'était pas. Les contenus psychiques, pour faire histoire, ne sont pas triés non plus par processus primaire et processus secondaire. Ils sont des fois un peu à cheval. Des rêves traumatiques, c'est des contenus un peu des fois mi-hallucinés, c'est pas de la fiction, c'est pas du délire. Rakami dit qu'il y a un quatrième espace, donc interne, externe, intermédiaire, puis il dit il y a un quatrième espace, où est ce matériel? Un patient parle de sa famille et dit les relations entre les personnes sont une équation trigonométrique. Donc, il ne dit pas sont comme, il dit sont. C'est un mathématicien, donc. Il essaye d'ailleurs de résoudre, au lieu de résoudre ses problèmes familiaux comme vous et moi, il essaie de résoudre l'équation trigonométrique de ces relations. Donc il y a un effet de concrétude, d'aplatissement. Il y a aussi, on pourrait dire, un effet poétique. La métaphore est là, mais son épaisseur doit être remplie par le thérapeute. Le travail de figuration-symbolisation se fait à partir de l'écoute de la concrétude de ces mots. Donc, oui, on peut dire une poésie du langage, mais il y a un malentendu fréquent. C'est un peu comme notre regard sur l'art brut. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu quelques tableaux de Wölfli. Nous voyons une suite symbolique signifiante, mais la personne qui le fait le regarde comme une réalité à laquelle elle ne peut se soustraire. Nous sommes dans un champ concret. Je vois ceci, dit le patient, et c'est au thérapeute de faire ce qu'une patiente appelait le traducteur. Traduisez, me disait-elle. J'ai besoin de comprendre mon psychisme et ce qu'il produit. Ça, elle ne le disait pas, elle disait juste traduisez. Il faut développer donc une écoute des voix de la psychose. Recevoir ces paroles, ces dessins, comme des figures du landscape, des objets d'un espace nouveau construit dans une séance où se déposent ces signes dont la signification peut rester comme un rêve assez surdéterminé. Ceci dit, ce matériel parle souvent des états du self. Une patiente fait un dessin avec une figure humaine dont l'intérieur est en train de se remplir et je lui demande d'expliquer ce dessin. Elle me dit, c'est un recalage de mon intérieur. Et on va peut-être montrer les tableaux d'Adolf Wölfli. On a quand même là un bon repère. On peut essayer de figurer le self. Je vous ai montré 3 de ces tableaux, donc ces tableaux d'Adolf Wölfli qui étaient hospitalisé pendant longtemps et qui a, en même temps, c'est un grand peintre. Hein, il a vraiment, il me semble qu'on peut voir dans le premier, il faut reculer. Ouais, je voulais vous en montrer un qui montre vraiment la menace ou sur les perceptions, les oreilles, les yeux. Et puis un deuxième, écoute, montre celui que tu. Euh,
Le premier, il est trop terrible pour le montrer. Je pense que c'est pour ça qu'il a disparu. Parce qu'il est tellement angoissant, le premier. Celui-là, il va déjà mieux. C'est-à-dire que vous voyez au centre, enfin, pour moi, donc, tout ça c'est des inventions, bien sûr. On peut très bien dire des tas d'autres choses sur ces tableaux. C'est juste pour m'aider à vous communiquer ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Vous voyez un petit self au milieu avec une organisation. Je trouve c'est intéressant parce qu'en même temps, c'est des piliers et en même temps, c'est des persécuteurs. C'est-à-dire que l'organisation paranoïde, c'est une organisation, ça nous aide. Ça met du dedans et du dehors, ça met du bon et du mauvais, ça met, par rapport au premier qu'on n'a heureusement pas vu, euh, ça, ça met une forme d'organisation. Le suivant, si on peut le voir, serait le moment où il y a une forme de protection, c'est-à-dire ce serait le retrait autistique protecteur, si vous voulez, celui où le self, qui est même presque souriant, euh, trouve des couches de protection souples dans lesquelles il peut euh, faire son retrait protecteur. Voilà, donc faites dessiner vos patients, ou dessinez avec eux. Donc, en regardant ces selfs en détresse, on peut mesurer le sentiment d'impuissance, de perte d'agency, d'agentivité. Je vais parler de ça un tout petit peu. La question du pouvoir, peut-être on y reviendra dans la discussion, est très importante dans le champ de la psychose. On le voit à cause du sentiment d'impuissance, justement, du sentiment de détresse, donc le pouvoir. Qui a du pouvoir? Et qu'est-ce qu'on fait aussi des situations de pouvoir? C'est nos amis anglais de Power Threat Meaning qui montrent que nous devons élargir notre pensée centrée sur l'individu et de considérer le milieu, les inégalités sociales, les maltraitances sociales, et de regarder les relations au pouvoir qu'ont nos patients et que nous avons nous-mêmes. Agency. Alors, j'ai encore agency, résistance, perversion et disclosure. Je peux essayer d'aller un peu plus vite. Donc, sur l'autorité, ça va être un peu difficile. Oui, je vous propose de ne pas dire agentivité, mais de dire autorité. La question, c'est euh, si vous traversez de la détresse et de l'impuissance, et vous êtes coupé de votre monde psychique, il faut retrouver de l'autorité. Et l'autorité, c'est une action sur le monde. Euh, c'est un patient dans un groupe sur l'autodétermination me disait, si je peux décider de rien, alors à la fin, au moins, je décide de ne plus prendre de médicaments. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose il faut retrouver c'est pas quelque chose se passe, j'ai décidé qu'il se passe ceci. Reprendre sa temporalité ne se passe que par la reprise d'autorité sur sa vie externe et interne. Et dans ce besoin, il y a celui de comprendre ce qui se passe. J'ai besoin de savoir ce qui m'a rendu fou de l'extérieur ou de l'intérieur. Et dans ce sens, on peut voir la psychose comme une recherche de sens post-traumatique. Ça change l'optique. Vous savez que dans la psychose, les thérapeutes de famille et psychanalystes se sont intéressés aux patients témoins dépositaires transgénérationnels, des non-dits, des non-pensés, questionnant leur histoire avec leurs symptômes. On le retrouve dans l'expérience institutionnelle où les patients, justement, se mettent dans une place paradoxale pour poser des questions à leur environnement. Les cryptes, les loyautés conflictuelles, les zones urbaines floues, le lieu de mémoire historique caché, le patient cherche la place où se trouve la question pour explorer les flous. Donc, c'est l'idée du patient du transfert de l'explorateur, c'est-à-dire que utiliser tout son self comme symptôme, au sens alors vraiment psychanalytique, une énigme et en même temps qui montre la direction du problème.
se mettre à cet endroit et pour y retrouver une forme d'autorité sur lui-même, c'est-à-dire une forme de compréhension de son histoire. Alors, avec tout ça, pourquoi est-ce qu'il y a autant de résistance à la psychothérapie des psychoses en général et aux approches psychothérapeutiques des psychoses? C'est donc une partie des questions qu'on a ouvertes avec Philippe Conus dans ce bouquin. On peut se demander s'il n'y a pas une résistance politique. Enfin, pourquoi un problème de santé publique reste aussi peu investi? Ça dépend des pays, mais quand même peu investi. Pourquoi les psychiatres, en tant que corporation, ne refusent de changer le fait de mettre un indice de gravité dans leur facturation, parce que ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'économiquement, c'est défavorable hein, d'avoir quelqu'un qui ne vient pas, qu'il faut aller chercher. Donc, il y a une une question politique qui se pose. Est-ce que j'en suis même venu à me demander s'il n'y avait pas une violence raciste, enfin, une violence suprémaciste par rapport à la question des personnes qui souffrent de psychose. Enfin, je me réjouis de discuter de ça avec vous, mais je veux parler des résistances de manière plus directe, résistance du côté des thérapeutes et résistance du côté des patients. Quel type de résistance au sens alors de notre travail psychanalytique et psychothérapeutique que nous rencontrons? D'abord, il y a la peur du côté des thérapeutes. Il y a la peur de la folie. Il y a la peur de faire face à une part pulsionnelle qui est refoulée souvent chez le thérapeute et puis qu'ils doivent vivre en direct. Affronter le risque suicidaire élevé aussi chez les jeunes, c'est vrai que c'est difficile. Il y a donc une dimension traumatique pour le psychothérapeute dans la rencontre. Je donne rapidement un exemple d'une confrontation avec ce désinvestissement pour une thérapie chez un collègue. C'est un jeune patient qui vient parler de son éco-anxiété, de désespoir. Et puis, le collègue cherche la dépression, la perte des illusions. Il donne beaucoup de lui-même, de son vivant à lui. Il propose des interprétations, au fond, il se démène pour ramener la vitalité chez ce jeune homme. Mais en fait, ce patient va glisser dans une régression psychotique au sens où l'objet va perdre son sens, et cela même si le patient vient à chaque rendez-vous. Et c'est difficile de voir qu'il s'agit bien d'une angoisse psychotique qui a pris cette relation, et donc il faut trouver des nouvelles formes de travail et d'accueillir aussi la dimension traumatisante de cette situation. Pour Christian Müller, pour lui, la résistance chez les psychothérapeutes, c'était très clair. Il disait « La résistance relationnelle, c'est la défaite du narcissisme du thérapeute. » Parce que le patient a une défense autistique, il peut exclure le thérapeute de la relation. Il peut s'engager avec le cadre, avec des objets autistiques. Il peut finir des thérapies avec des ruptures brutales. Et l'oscillation entre des moments de dépendance et de toute puissance demande un transfert vraiment solide du thérapeute sur une théorie qui soit suffisante, qui le porte. Il y a aussi de la résistance du côté des patients. Il y a une tentation psychotique, dit Liliana Bensour. C'est une patiente, elle me dit mais vous savez, ça va plus vite pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle me disait, mais moi, je pense plus vite que vous. Et en fait, elle a raison. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir passer par toutes ces choses que je suis en train de vous dire, ces représentations, ces symboles, il y a une possibilité dans une tentation de cette pensée-là, de s'exclure soi-même du jeu en devenant transparent, et le travail psychique est réduit et circule sans trop de problèmes d'attribution, apparemment sans douleur existentielle.
Oui, 15 minutes, ouais, je pense, oui. Euh, la résistance principale serait alors celle décrite par Bion, la douleur a existé. Il peut y avoir une solution à disparaître de soi, dit David Le Breton dans ce très beau livre merci, que je vous recommande. Euh, il parle entre autres de mille choses, mais aussi de Robert Walzer après son hospitalisation psychiatrique. Et il raconte comment il cherche à se rendre invisible, se bâtir un refuge où nul ne le débusque, à être dans la blancheur. Je vais peut-être juste montrer encore le dessin de cette patiente pour parler des résistances. Alors, elle me dit, et alors un autre type d'angoisse m'est venu. Donc, après quelques années de psychothérapie, alors quoi, ça n'est pas fini. C'est pas sortir de l'angoisse psychotique et rien, c'est un nouveau type d'angoisse est venu. Alors, classiquement, l'angoisse qui suit l'angoisse psychotique est une angoisse dépressive. Mais comme elle dit, où va-t-elle la mettre? J'ai trouvé ce dessin tout à fait clair. Joachim Kuchenov, qui va venir ici en fin avril, nous a fait, à propos de ce livre, une critique très pertinente, je trouve. Il nous dit, c'est bien, vous faites un travail d'intégration, mais vous ne parlez pas de la résistance à l'intégration. Il y a une résistance aussi au fait de s'intégrer, de pouvoir justement accepter d'être soi. Euh, et il y a une haine de la réalité, il y a une haine par laquelle il faut passer, et vous n'en parlez pas suffisamment, et il a probablement raison. Je pense à certaines terminaisons en rupture avec des patients très paranoïdes, un patient qui quittait son logement régulièrement parce que les voisins faisaient des bruits étranges, mais il changeait de logement, il y avait toujours des autres voisins. En fait, il a été mieux, et à ce moment-là, il est parti brusquement. Et je pense qu'il m'a quitté aussi pour m'éviter ou pour nous éviter un moment beaucoup plus euh, rude, je dirais. Il y a aussi une résistance par les théorisations. Vous avez compris que l'idée du self vulnérable, au fond, la psychose devient facilement un lieu de projection pour toutes les théories. Chacun y met sa théorie de l'être psychologique, biologique, qui change d'ailleurs avec le temps. On peut craindre que le patient souffrant de psychose soit utilisé comme une forme d'objet transitionnel dont on peut faire ce qu'on veut parce qu'il ne revendique pas suffisamment son existence de sujet. Et ceci pour introduire juste brièvement le thème de la perversion. Euh, j'ai été très surpris de voir que beaucoup de thérapeutes de psychose se sont intéressés à la perversion. Quand je suis intéressé à l'épuisement professionnel, j'ai écrit un article qui s'appelait Burnout, maltraitance et perversion, et je me suis dit, il n'y a quand même peut-être pas de hasard. C'est-à-dire que la perversion, probablement que l'oreille transférentielle est éveillée parce qu'on voit de la perversion autour de relations de patients psychotiques. Première fois que je l'ai rencontré, c'est dans un couple où madame était hospitalisée avec une tentative de suicide et monsieur utilisait le corps de sa femme, il abusait d'elle dans le lien conjugal. Elle avait souffert d'un épisode psychotique, elle était attachée à lui, sans pouvoir le quitter, ne trouvait d'autre solution que dans le suicide. Et à cette époque, je ne comprenais pas le lien aussi euh, fort. Euh, Maintenant, je me dis, ah oui, il y avait de l'angoisse psychotique dans ce lien, qui faisait une dépendance relationnelle aussi puissante, où partir était mortel, en parler était aussi impossible. Je vais peut-être euh, avancer un peu, laisser peut-être la perversion pour la discussion. Euh,
en fait, cette vulnérabilité du self demande, c'est vrai, une forme de relation avec une authenticité sans faille. La parole ne peut pas être en défaut. Et dans cette parole, il doit y avoir l'idée qu'est-ce qu'on fait là? À qui je sers? Donc, c'est aussi pour l'opposer au mécanisme pervers qui, lui, interdit la métacommunication. La perversion a besoin du flou, de l'obscurité et du non-dit. Et en fait, dans ces relations, nous avons besoin de l'inverse, justement, et de cette authenticité qui va jusqu'à, et c'est ça que je voulais discuter finalement avec vous, à la disclosure peut-être. Disclosure, donc s'ouvrir à, littéralement déclore probablement, dévoilement. La disclosure, pour moi, c'est d'abord une disclosure à soi-même, c'est-à-dire admettre la raison profonde en soi qui nous amène en psychiatrie, comme psychothérapeute, soignant, comme psychanalyste. C'est un questionnement indispensable dans ce champ, car sinon, dit Winnicott, on ne va pas s'occuper des besoins du patient. Je vais encore vous citer Winnicott, le même article. Dans l'analyse ou la prise en charge ordinaire du type de patient psychotique, une grande pression est exercée sur l'analyste, le psychiatre, l'infirmier et l'infirmière en santé mentale. Il est important d'étudier les façons dont l'angoisse psychotique et aussi la haine apparaissent chez ceux qui travaillent avec des patients psychiatriques gravement malades. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut espérer éviter que la thérapie soit adaptée aux besoins du thérapeute plutôt qu'aux besoins du patient. On ne peut pas être plus clair. L'importance du compte-transfert était soulignée par presque vraiment tous les auteurs. C'est vrai que la psychose se constitue comme un lieu propice à la projection, on vient d'en parler. Pour l'un, il va y trouver un monstre, pour l'autre, un bébé. On peut d'ailleurs discuter de techniques psychothérapeutiques à travers le compte-transfert. Actuellement, il y a Maurice Pechicha qui propose une thérapie amniotique en plongeant le patient dans un jacuzzi où on le caresse comme un bébé. La question du bébé, peut-être on y reviendra avec Serge. De quel bébé le thérapeute a-t-il besoin? Être un lieu de projection comporte une potentialité d'utilisation perverse par l'autre. Qu'est-ce que ce patient m'apporte, comble, remplit ou encore m'enseigne? Quelle résonance avec mes propres creux, vides ou airs traumatiques? Puis-je accepter que mon patient souhaite m'aider, me faire mieux fonctionner, soigner mes deuils? C'est pas raconter sa vie à son patient, c'est reconnaître l'humanité du vécu dont on parle en séance. Searle dit encore l'importance que revêt pour moi cette relation. Les thérapeutes sont en train de se mettre d'accord d'ailleurs sur l'importance de cette disclosure. J'en ai parlé il y a quelque temps avec un patient qui m'a... on devait faire un interview ensemble et il m'a posé 3 questions. Je lui ai posé 3 questions, il m'a posé 3 questions. Et dans ces 3 questions, il y avait est-ce que vous parlez aussi à un psy? Donc, il voulait s'assurer que je t'ai supervisé. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'aimerais peut-être encore vous montrer une dernière image. Et j'en aurais terminé. C'est Erland Kölberg. C'est le frère de Johan Kölberg, donc le psychiatre suédois qui a amené avec le NACA Project, un des pionniers du Nord, a amené des traitements pour les jeunes patients qui souffrent de psychose. Son frère, qu'il a d'ailleurs dû hospitaliser lui-même quand il était étudiant en médecine à 23 ans, a fait plusieurs décompensations psychotiques. C'est aussi un artiste et il a fait plusieurs tableaux. Celui-là, il l'a appelé Influence. Alors, je le trouve tout à fait extraordinaire parce qu'il y a en même temps quelque chose du vide, hein, de la non-vie dans
dans la figure. Il y a en même temps un autre, parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté. Euh, et donc, je vous propose de laisser un peu de temps ce tableau pour dire quelques mots encore du processus et conclure. Donc, voir évoluer ces états du self, ils deviennent moins remplis d'angoisse, voir des dessins de patients qui changent. Euh, pour le thérapeute, assister au retour du vivant dans le self, c'est une expérience tout à fait extraordinaire. Écouter ce délire désorganisé avec des figures concrètes, avec des mélanges, mais qui réussit à raconter. Donc, avec cette présentation, le projet était de nous et de vous ouvrir à l'effet de l'angoisse psychotique dans le transfert pour simplement mieux le vivre. En fait, ce qui apparaît comme particulièrement paradoxal peut se comprendre. Et si on prend la dernière situation clinique suivante, je suis dans une salle d'admission de l'hôpital et je suis en train d'hospitaliser contre son gré une patiente qui est hallucinée. Je suis en face d'elle, elle regarde par terre, visiblement elle voit des hallucinations. Elle lève les yeux et me regarde d'un air vraiment, enfin je l'ai trahi en complotant, en étant contre elle. Et puis on se lève parce que l'entretien est terminé. Et puis en fait, dans les quelques pas qui nous amènent, elle vers le service et moi vers la sortie, on se retrouve curieusement l'un à côté de l'autre, pas face à face, et on fait, je sais pas, 5 mètres, 4 ou 5 mètres. Et on voit ensemble, il y a un sécuritas qui est là pour s'assurer la sécurité du lieu. Euh, elle le voit, et puis elle me glisse à l'oreille, je suis juste à côté, elle me dit, et celui-là, est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, dans les mêmes minutes, on a la persécution de face et la confiance de côté. Et c'est ce côté paradoxal que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci Dag pour la richesse de cette clinique, de cette présentation. Sans autre, la parole est à Pierre Projet. Bien. Merci Dag, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces propos et puis surtout de nous donner l'occasion de réfléchir à la psychose. Ça, c'est pas mal. Je trouve très inspirant d'aborder les troubles psychotiques sous l'angle de l'angoisse. En effet, il me semble que cet abord est très éclairant en fait, à plusieurs égards. Premièrement, à mon sens, il permet de ne pas se perdre dans des symptômes psychotiques qui peuvent se manifester de manière très différente parmi les patients, mais aussi chez la même personne à des moments qui sont différents dans la maladie. Il est souvent difficile d'y voir clair dans cette grande hétérogénéité des symptômes. Et donc, considérer la psychose comme une manière de faire face à une altération du self, du contenant, comme tu le dis, nous aide, me semble-t-il, à mieux comprendre et unifier les divers tableaux symptomatiques. Les symptômes paranoïdes, la méfiance, le vécu d'intrusion, les expériences de passivité et les troubles perceptifs deviennent tous une conséquence de la perte de limite entre l'intérieur et l'extérieur, une déchirure de cette enveloppe du self. Donc, comme tu le disais bien, les symptômes psychotiques sont présents pour colmater cette déchirure qui expose les personnes aux menaces externes et en ce sens, ils agissent comme une tentative de guérison. Donc, je trouve que c'est un premier aspect. Et deuxièmement, je pense qu'aborder les troubles psychotiques sous l'angle de l'angoisse, ça nous permet d'envisager l'aspect traumatique de cette rupture du contenant. Là, tu nous as expliqué comment le vécu de catastrophe psychique, ce vécu d'annihilation, de mort psychique, agit comme un traumatisme qui va générer de l'angoisse à chaque nouvelle menace d'envahissement du self. Les patients deviennent alors hypersensibles à tout l'environnement, aux relations, tout est vécu comme menaçant,
et pouvons potentiellement faire revivre ce chaos psychique. À force de répétition et d'impossibilité de liaison psychique, les patients se défendent par un retrait autistique, ils désinvestissent des objets qui sont tous vécus comme menaçants. Enfin, je pense que considérer l'angoisse générée par cette rupture du contenant, ça permet de penser en fait à notre travail thérapeutique avec les patients. Tout d'abord, face à cette menace existentielle, on comprend bien le besoin de pouvoir offrir aux patients un espace de sécurité, comme tu le disais, de confiance, de pouvoir offrir, on pourrait dire, un contenant externe solide et stable. Ça fait donc réfléchir au dispositif thérapeutique qu'on offre aux patients. Il s'agit d'offrir un lieu stable, une répétition dans les présences, une prévisibilité, une stabilité de l'équipe thérapeutique. La relation duel étant vécue comme menaçante, on comprend aussi le besoin, en tout cas au début, d'un tiers avec des prises en charge en équipe. Le dispositif se présente donc comme un contenant sécure que le patient peut utiliser pour en devenir un acteur, même si c'est souvent en premier dans l'opposition dans cette action. Souvent, il s'agit d'abord de ne rien faire, mais être présent et se laisser utiliser comme un contenant par le patient. En fait, ça me fait ensuite réfléchir au processus thérapeutique lui-même, comment aider le patient à recréer son propre contenant. Et le fait d'être contenu par un cadre thérapeutique, mais également l'attitude non jugeante et accueillante du thérapeute, le fait de pouvoir se mettre à côté de lui, tel un compagnon de route, comme tu le disais, permet progressivement à la relation duel de devenir supportable. L'enjeu est alors de pouvoir constamment amener de la vie, du ressenti, de la pulsionalité, c'est-à-dire mettre du positif dans un vécu d'existence négative. Dag nous rappelle pas pour cela l'utilité des médiations artistiques, par exemple, pour amener de cette créativité et de la vie. Il souligne également l'importance de la narrativité pour recréer ce contenant. Il s'agit d'amener le patient à rapporter son histoire pour restaurer des liens internes et suturer son self. Finalement, ça nous fait réfléchir à la position du thérapeute. Tu nous expliques qu'il devient un explorateur avec le patient, comme ce compagnon de route qui chemine à côté de lui, qui observe ce qui se passe avec lui. Le thérapeute peut alors s'identifier au patient, mais le thérapeute montre également sa propre humanité, et dans ce sens, il se dévoile, il se montre comme dans ce qui est fait, de ce qui fait qu'il est un être humain, dans ses imperfections, étant parfois imprévisible, parfois bon, parfois non. Il montre son ressenti d'être vivant. Puis, le patient peut se contre-identifier à cette partie de lui, identifiée, mais aussi vécue par le thérapeute. Puis, dans ce jeu d'identification et de contre-identification, comme tu le disais, le patient peut se construire une existence empruntée, disait Gaetano Benedetti. Donc, je trouve donc que cette contribution de Dag, enfin, ta contribution sur l'angoisse psychotique est très éclairante. En fait, spécialement pour les collègues et moi qui travaillons en institution avec des patients psychotiques, ça met du sens finalement à ce qu'on fait, ce travail en équipe, l'attitude aussi très contenante, des fois peu confrontante par rapport à d'autres situations. Donc, je te remercie pour m'avoir éclairé là-dessus et puis d'éclairer tout le monde. Certain qu'elle a pu éveiller des commentaires et des questions dans l'Assemblée. Moi, j'avais une question. Je peux commencer peut-être moi, puis peut-être qu'ensuite je passerai la parole au public. Donc moi, j'avais une question parce que tu rappelais avec justesse l'importance de ne pas tomber dans la relation éternelle, la relation figée, qui, si j'ai bien compris, serait une organisation défensive contre l'angoisse psychotique. Le risque de ces relations figées serait la dépendance relationnelle sans fin, comme tu le disais, avec la crainte d'une résurgence de l'angoisse psychotique lors des terminaisons. Or, cela me fait penser à beaucoup de situations que nous suivons en fait en institution à Chaudron, que nous appelons d'ailleurs ces suivis au long cours, parce qu'en fait, on a complètement laissé tomber la question de la terminaison, qui nous semble complètement inenvisageable. C'est souvent des patients qui vivent comme une terreur de la non-relation. Enfin, dès qu'on imagine une fin, ça devient très symptomatique. Ils ont un besoin de nous appeler plusieurs fois par jour, comme pour se rassurer de se savoir en vie. Puis, dans ce contexte,
comment est-ce qu'on pourrait sortir de ces relations éternelles, comme tu le dis, aborder la fin, la terminaison, et puis est-ce que c'est vraiment thérapeutique en fait de le faire? Je vais me poser un peu la question. Voilà, il faut peut-être que je repasse la parole. Une réponse simple à cette question. Bon, j'ai pas de réponse, en tout cas pas de réponse technique. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est que on se rende compte que dans ces relations dites éternelles, en fait, il y a de l'angoisse psychotique. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est contenu par ce message de dire rien ne bouge. C'est un message qui parle à l'angoisse psychotique en disant, eh bien, ça répond à ce sentiment que tout va s'effondrer. Et je crois que si on est conscient que c'est de ça dont on s'occupe, on peut avoir plus de liberté. C'est-à-dire on peut parler d'abord de cette angoisse qu'on ne voit pas, parce qu'on ne la voit qu'au moment des changements, on la voit qu'au moment des terminaisons. On n'est pas collé au concret seulement. C'est-à-dire, on peut dire, eh bien, on va introduire plusieurs relations parce qu'on sait que c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer cette angoisse qui est déposée seulement dans une relation pour l'instant. Et puis, l'autre chose que je voulais dire dans cette communication, c'est que le temps parfois passe. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que le temps ne passe pas. Il y a des personnes qui, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, se réengagent dans des processus plus actifs de leur thérapie et puis peuvent, parce qu'ils ont en fait pu prendre appui aussi sur des équipes ou dans des lieux de vie, sur des nouvelles expériences de vie. Et donc, ils ont consolidé des selfs ailleurs pour justement pouvoir retourner sur le moment traumatique de leur décompensation du contenant. Et c'est ce que je raconte avec ce patient. Et dans ce sens-là, le temps, parce qu'il y a cette idée que le temps est vraiment éternel. C'est une manière de répondre à l'angoisse psychotique. Alors, je pense pouvoir revenir périodiquement avec des propositions de thérapie plus intensive, de dire, mais oui, peut-être dans une année, vous aurez envie de faire un travail une fois par semaine avec quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, eh bien, ce sera plus stable pour vous. Et puis, enfin, que cette proposition reste vivante. Je pense que c'est ça que je pourrais dire. Nous allons nous en rester là pour ce soir. Je tiens à ce qu'on remercie chaleureusement Pierre Progin pour la discussion que vous nous avez proposée. Et très chaleureusement, merci Dag pour ta présentation.